Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour. Nous voici maintenant installés pour l'entretien de ce dimanche. Je vais installer sans plus tarder mon invité qui nous vient de l'Union progressiste Le Renouveau. Il est ancien maire de Benou et membre de la cellule de formation du parti Union progressiste Le Renouveau. Monsieur Isidore Zinsou, bonjour. Bonjour, cher consoeur. Vous êtes dans le local aujourd'hui pour donc, je vais dire, faire le bilan un peu des législatives du 8 janvier. Mais avant de démarrer cet entretien, il faudrait bien qu'on démarre par l'actualité. Le drame de Dassazoumen, vous le savez, a quelque peu monopolisé donc cette actualité cette semaine. Plus de 20 décès dans un accident de circulation. Et dès lors, le gouvernement a enchaîné les actions d'assistance de diverses sortes. Au décryptage, M. Zinsou, de cette série de mesures du gouvernement, peut-on déjà dire que pour ce cas, l'exécutif n'a pas du tout lésiné sur les moyens? Oui, comme vous avez constaté, c'est vrai, les moyens assez importants ont été déployés par le gouvernement pour essayer donc de venir au secours d'abord de ceux qui sont hospitalisés dans les centres de formation sanitaire et également pour être proche des parents, des amis qui ont perdu dans cet accident les parents proches. C'est vrai, nous avons noté effectivement la proximité du gouvernement par rapport aux différentes personnes qui sont frappées par ce drame. La réaction elle est prompte, vous venez de le préciser, mais beaucoup de critiques en veulent au gouvernement de n'avoir pas mentionné dans son bilan eh bien, la situation du poste des sapeurs-pompiers qui serait non loin du site où s'est produit l'accident, un poste qui serait non fonctionnel. En tant que soutien des actions du gouvernement, quelle réaction cette préoccupation vous inspire-t-elle? C'est difficile. C'est difficile pour un gouvernement, quelle que soit sa puissance, quelle que soit la sérénité dans les réformes, quels que soient les efforts qui sont déployés. C'est difficile pour un gouvernement de prendre en charge et d'exécuter tous les chantiers à la fois. Tous les chantiers à la fois. Nous sommes dans une situation assez difficile du point de vue de notre développement. Ce n'est pas évident que le gouvernement puisse faire tout à la fois. Constatons simplement qu'il y a des choses à faire. Par exemple, que nous devons doter davantage nos régions, disons, des stations de sapeurs-pompiers, les équiper, les rendre opérationnels, renforcer le personnel qui anime ces stations de sapeurs-pompiers et pour répondre plus efficacement à ce genre de situation. C'est tout. C'est-à-dire qu'il y a tellement de chantiers, le gouvernement a su beaucoup de fronts, et on ne peut pas tout faire à la fois. Mais c'est donc le moment de relancer cela, peut-être? Absolument. Et je pense que le gouvernement a pris conscience de ça, a noté la gravité de cette situation-là. Et je pense que la prochaine législature, la 9e, va prendre des décisions importantes, va inspirer des décisions importantes, va donner des orientations claires en termes donc, de révision de notre code de route pour que ce genre de situation ne se produise plus. Mais est-ce que c'est le code de route, de la route qui pose problème concrètement? C'est la question qu'on va se poser. Les accidents de circulation, c'est un peu comme les accidents d'avion, de train et autres. Je pense que, est-ce qu'on n'est pas obligé aussi de faire avec parce qu'il va peut-être de la vie que nous menons? Oui, il y a forcément quelque chose à revoir, ou des choses même à revoir au niveau de notre code de route, la sécurité routière, en fait. Il y a beaucoup de choses à réviser. Et de ce point de vue, les députés vont se pencher sur la question. De l'autre côté, le gouvernement réfléchit à beaucoup donc, de choses à faire, de réformes à faire pour corriger ces gens, donc, pour prévenir ces drames. Vous savez, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas du tout facile. On a eu des commentaires pour dire que les titans qui circulent, les camions qui circulent, n'ont pas les pièces qu'il faut. Ces camions, ces titans, par exemple, ou même ces cars, arrivent à avoir le certificat technique au niveau donc, de la sécurité routière, alors que ces véhicules-là ne sont plus à même...
ne sont pas vraiment des véhicules qui doivent circuler, parce qu'ils ne sont pas en état, tout simplement. Mais ce n'est pas des questions faciles à solutionner. Si vous prenez une décision au Bénin pour dire que les titans qui sont frappés de 5 ans d'âge ne peuvent pas circuler, qu'il faut donc des titans de moins de 5 ans pour circuler, notez que Parakou, Djougou sont des villes de transporteurs. Oui. Et quand vous prenez des décisions comme ça, forcément, ça alimente les commentaires. Ça provoque des frustrations. Puisque eux sont des transporteurs, par exemple. Ce n'est pas évident de demander aux transporteurs de Djougou, de Parakou, de Savé, et même de Porto Novo, d'avoir des titans âgés de moins de 5 ans pour être en circulation. Si c'est imposé, je pense qu'on doit pouvoir s'y plier, un Justement, peu comme les casques. Vous avez bien dit imposer. C'est pas facile d'imposer quoi que ce soit. C'est pas facile. Oui, c'est vrai qu'on est réfractaire au tout début. Donc c'est pour dire que c'est des situations difficiles qui méritent beaucoup de réflexion et le gouvernement s'y attelle avec beaucoup de volonté. Et toujours sur cette question, au nombre des pistes de solutions proposées ça et là, il y a évidemment, je vais dire, le recours au chemin de fer, une idée partagée même par l'ancien président Nicéphore Seglo, qui demande aussi que le train siffle à nouveau au Bénin. Ne pensez-vous pas que ce drame est l'occasion pour notre pays de remettre ce projet sur tapis, M. Zinsou? Vous savez que le président Patrice Talon fait des réformes assez sérieuses avant donc d'enclencher les chantiers. C'est un chantier qui est en train d'être envisagé également avec beaucoup de sérénité, parce qu'on a vu dans ce pays pim-pam, mais réellement ça n'a pas circulé. Et donc, notez que le gouvernement du président Patrice Talon ne fait pas les choses par émotion. Par émotion. C'est un chantier qui est envisagé et je pense que ça va se réaliser. Mais le camp, c'est vrai que vous ne détenez pas l'agenda du gouvernement. Voilà. Alors, pour rapidement fermer ce chapitre-là, c'est vrai qu'on a commencé par l'aborder. Déjà, aujourd'hui pour le Bénin, en matière de sécurité routière, M. Zinsou, quels en sont les défis? Les défis, c'est ça. Les défis, c'est pouvoir doter nos régions donc de stations de sapeurs-pompiers, de pouvoir les équiper sérieusement, d'avoir le personnel qu'il faut, de qualité qu'il faut pour gérer, animer ces stations de sapeurs-pompiers, pour être en mesure d'intervenir très rapidement et promptement lorsqu'il y a des drames comme ça. L'autre chose à régler, c'est de revoir notre code de route, c'est de revoir la sécurité routière dans notre pays à travers donc des lois, à travers donc des arrêtés, des décrets et tout, pour que les choses puissent se réaliser autrement. Et l'autre chose, je disais tout à l'heure, il va falloir penser à la qualité des véhicules qui circulent sur nos routes, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine pour que nous puissions avoir des véhicules à même de circuler, d'une certaine qualité. Et ça, c'est une question qui n'est pas facile, étant donné que c'est le transport pour certains de nos compatriotes est une activité essentielle. Oui, les voyages tous les jours. Voilà les défis à relever. Voilà, nous allons maintenant aborder le chapitre politique de notre entretien, qui est d'ailleurs le place de résistance. On va faire donc le bilan des législatives avec vous. Alors, à l'issue de cette élection et avec la proclamation des résultats définitifs, votre parti, l'Union progressiste, le Renouveau, a obtenu 53 députés. Alors, première question, M. Zinsou, êtes-vous fier de ce résultat? Absolument. Absolument. 53 députés sur 109, avec 28 pour le bloc républicain, 28 pour les démocrates. Vous ajoutez quelques petits détails, vous verrez que
l'Union progressiste, le renouveau fait 2 fois le résultat des 2 autres partis politiques. Presque. C'est-à-dire... Pas exactement, presque. Oui, c'est-à-dire vous avez 3 députés, on est à 53, vous verrez qu'on fait 2 fois le poids des 2 autres formations politiques. C'est un motif de satisfaction. Ça veut dire quoi? Que l'Union progressiste, le renouveau est le parti majoritaire naturellement dans le pays. C'est le parti le plus populaire. C'est le parti qui mobilise plus de monde. Et donc on a des raisons d'être totalement fiers de ce résultat. Et donc je suis fier. Les membres du bureau politique de l'ADN sont fiers. Les militants sont contents de notre résultat qui nous magnifie. D'accord. La question a été posée à dessein parce que vous n'êtes pas sans savoir que certaines analyses trouvent que vous avez un peu stagné par rapport à ces résultats. Les plus gentils parlent de résultats piètres. Voilà, piètres résultats concrètement. Parce qu'en 2019, l'Union progressiste, simplement, avait quand même eu 46 députés. Mais aujourd'hui, en 2023, l'Union progressiste, le renouveau, donc fusion, arrivée du professeur Joseph Diogbenou, vous en avez eu 53. Est-ce que là, on peut vraiment parler de positivité avec ces éléments que je viens d'aborder, M. Zissou? Bien sûr. En 2019, on est allé aux élections dans les conditions que l'on sait. Il n'y avait pas, par exemple, les démocrates. Oui. En 2019, il n'y avait pas les démocrates. C'est une fierté que les démocrates aient participé aux élections, il n'y a aucun problème. Mais constatez avec nous qu'en 2019, il n'y avait pas les démocrates. Et donc, c'est dans ces conditions... Donc, vous donnez raison à ceux-là qui estiment que vous étiez seul sur le terrain, c'était pour ça que vous avez pu obtenir tous ces résultats. Là, vous confirmez ces critiques-là? Non, pas du tout. Constatons simplement que à cette élection de 2019, il n'y avait pas les démocrates. Et qu'aujourd'hui, c'est normal, puisque c'est le même espace politique. Ce sont les mêmes populations qui ont voté. Non, maintenant, si vous revendiquez être le plus grand parti, justement... C'est évident que, étant donné que les démocrates n'étaient pas aux élections en 2019, que la population qui a voté est allée dans les 2 sens, a eu l'opportunité de voter pour essentiellement les 2 partis politiques. Et donc... en 2023, les choses ont changé. Et c'est dans ces conditions que l'Union progressiste, le renouveau, a eu 53 députés. On doit s'en féliciter. On est très content du résultat. Normalement, quand vous parlez de parti populaire, parti de la masse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est cette année-ci, en 2023, avec la présence des démocrates, que vous devez confirmer cette popularité-là, M. Zissou. Vous voulez que je vous parle un peu du vote des démocrates? Ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de dire. Vous voulez que je vous parle un peu de votre... Moi, je vous pose une question, c'est vous qui répondez à la question. On est content. Au niveau du parti politique, l'Union progressiste, le renouveau, on est très satisfait du résultat. Dans les conditions dans lesquelles ces résultats ont été réalisés, on est très content. On est satisfait. On peut faire mieux. De toute façon, on peut faire mieux, mais on est satisfait. On est d'abord satisfait que, sur le terrain... Il y a eu beaucoup d'activités politiques, les démocrates, le bloc républicain et les autres, etc. Et que c'est dans cette situation, dans cette épreuve, que nous avons eu les 53 députés. D'accord. Je vais vous parler un peu, donc, puisque vous êtes en train de dire que nous avons faibli un peu par rapport à 2019. C'est un constat. Non, plus si on doit prendre certaines circonscriptions, comme Cotonou par exemple, oui. Sur 9 députés, vous n'en avez eu que 2, M. Zissou. J'étais en train de vouloir vous expliquer un peu ce qui s'est passé en 2023. En 2023. L'expression de vote en faveur des démocrates, c'est une manifestation. C'est-à-dire que ce sont les manifestants qui sont allés manifester dans les urnes. C'est qui vous appelez manifestants? Ceux qui ont voté pour les démocrates. Les électeurs alors? Les électeurs. C'est des manifestants. Ils sont mécontents. Ils sont allés manifester dans les urnes. Ce que vous devriez prévoir normalement à l'Union progressiste, le renouveau. Ils sont allés manifester dans les urnes. Ils sont allés exprimer leur mécontentement dans les urnes.
C'est comme s'ils faisaient une marche de protestation. Ils sont allés manifester dans les urnes pour des questions liées au soja, par exemple à Parakou, à Djougou, dans la partie septentrionale de notre pays. Et quand vous prenez les villes comme Cotonou et Porto-Novo, les électeurs ont exprimé leur émotion. Ils sont allés voter pour les démocrates par émotion. Il faut les comprendre. Tout le monde n'est pas joyeux. Tout le monde n'est pas joyeux. Pour des questions liées à certains de nos compatriotes qui sont dans les liens de la justice, il y a des gens qui ne sont pas contents, qui sont dans l'émotion. Ils ne sont pas dans la joie. Et pour manifester cela, ils sont allés par émotion exprimer leur vote. Nous sommes toujours dans la sanction. Et donc, quand vous prenez tous ces éléments-là, vous comprendrez que c'est normal que les partis politiques, un parti politique comme l'Union progressive et le renouveau, peut perdre quelques espaces à Cotonou, à Porto-Novo, à Parakou, à Djougou. C'est normal. Et donc, voilà les conditions dans lesquelles le résultat s'est établi au niveau de l'Union progressive et le renouveau, comme au niveau des autres partis politiques. Cela dit, les députés du parti politique, les démocrates, sont des députés totalement légitimes. Évidemment, puisque ce sont les électeurs qui les ont portés. C'est des élus de la nation qu'il faut respecter. C'est peut-être votre manquement à vous de n'avoir pas prévu. C'est des élus de la nation qu'il faut respecter, qui sont légitimes. Mais voilà les conditions dans lesquelles le vote a été exprimé en leur faveur. Mais ils sont totalement des députés légitimes qu'il faut féliciter. Oui, quand vous parlez de conditions, c'est tout comme si vous décriez cette condition-là. Les avez-vous prévues, M. Zinsou? Ces conditions-là, les avez-vous anticipées? Est-ce que vous n'avez pas un peu trop minimisé vos adversaires de l'opposition? On les respecte en plus. Oui, c'est de nature même que vous les respectez parce que ce sont des challengers. Vous allez à la même compétition, donc c'est normal que vous les respectiez. On les respecte. Je pense que, d'ailleurs, vous avez vu les conditions dans lesquelles les élections se sont passées. C'est beaucoup de fêtes, hein? C'était des conditions festives. Et donc, non, on n'a pas minimisé. On ne peut pas minimiser un parti politique, pas du tout. Vous étiez peut-être un peu trop assis sur vos lauriers, pensant que, bon, ils ne sont pas une force majeure. Vous savez, un parti politique comme l'Union progressive et le renouveau, avec des personnalités qui sont à l'intérieur, c'est des choses qui ont été prévues. Pour dire que nous allons à une élection difficile, une élection d'épreuve. Et donc, on n'est pas surpris du résultat. On aurait pu faire mieux, mais on n'est pas surpris du résultat. On est content du résultat. Il est dit que ce résultat, justement, est peut-être le fruit de la mauvaise gestion des frustrations au lendemain, peut-être, de l'arrivée de Joseph Diogbeno à la tête du parti, également des fusions, démissions, ça et là. Que dites-vous? Mais ça, c'est difficile. Parce que si vous prenez les résultats, est-ce que vous pensez que les résultats, 53 députés, c'est l'expression d'une frustration des militants ou des anciens, des nouveaux? Non, du tout. Nous avons dépassé cette étape au niveau de l'Union progressive et le renouveau. Il n'y a pas de frustration. Aujourd'hui, vous avez simplement une équipe solide au niveau du présidium, une équipe de jeunes qui exprime une puissance de feu dans l'action politique avec beaucoup de sérénité et de lucidité. Et vous avez derrière nos patriarches, les doyens, les anciens, dotés d'une expérience de 60 ans pour certains, 50 ans pour d'autres, qui conseillent, qui appuient. Comment est-ce qu'on peut parler de frustration? Pour donner un exemple, dans le Koufo ou dans le Mono, avec les résultats que nous avons eu dans le Mono et le Koufo. Parce que quand on parle de frustration, on ramène le président Mossou pour dire qu'il n'est pas content. Mais comment est-ce qu'on peut avoir ces résultats dans le Mono et dans le Koufo, qui reste le fief du président Mossou, et en même temps parler de ce qui les frustrait? N'oubliez pas Cotonou, qui est le fief, si on peut le dire, du président du parti. Oui, écoutez... Ne prenez pas que les exemples qui vous arrangent, M. Zinsou. Vous avez parlé... Vous avez déjà parlé de vote de Cotonou, de Porto-Novo, de Parakou, de Djougou, etc., etc., qui sont l'expression de colère, de vote par émotion, pour des raisons que nous connaissons.
Et donc, ce n'est pas une question de fief. Le taux de participation à Cotonou, c'est 18%. C'est 18%. Ça veut dire quoi? Les gens ne sont pas sortis pour aller voter pour les démocrates. Ils ne sont pas sortis pour aller voter pour l'Union progressiste et le renouveau. Ils ne sont pas sortis pour aller voter pour Moël. Ils ne sont pas sortis pour aller voter pour le Bloc républicain. C'est dû à quoi? Et donc, vous ne pouvez pas dire que si on a fait ce résultat à Cotonou, c'est parce qu'il y a un problème. Ils ne sont même pas sortis. Lequel alors? Lequel? Donc la population n'est même pas sortie. Le problème, c'est de vous, partis politiques, qui devriez le régler en amont, et peut-être lors des campagnes électorales. L'expression de vote à Cotonou n'est pas pour sanctionner qui que ce soit, pour dire le président de Bouna a été sanctionné, ou bien le parti politique, l'Union progressiste, le renouveau a été sanctionné. Du tout. Les populations ne sont même pas sorties. C'est dire ça. Et c'est dans cette condition, que nous avons fait le résultat que nous avons pu faire quand même. C'est très important. Vous savez, Cotonou, parlons-en. Cotonou, c'est le siège de l'élite, des fonctionnaires, des syndicalistes, des hommes d'affaires, des opérateurs économiques, des chefs d'entreprise. Qui maîtrisent donc l'enjeu d'une élection majeure. Qui ont perdu, donc des électeurs, qui ont perdu des espaces de privilèges, qui ont perdu leur boulevard de privilèges, et qui sont ils ne sont pas dans la joie. Les électeurs de Cotonou, la plupart des électeurs de Cotonou, ils ne sont pas dans la joie. Et puis c'est l'élite en plus. Ils ne sont pas dans la joie. Le magasinier n'est pas dans la joie. Parce que le magasinier qui avait l'habitude d'avoir quelques privilèges liés à sa position de magasinier, les a perdus. Le chauffeur a perdu les privilèges. Le chef de cabinet a perdu. Le directeur de cabinet a perdu. Je ne veux pas parler des ministres. Je ne veux pas parler des ministres. L'opérateur économique a perdu ses privilèges. Je parle de privilèges. Bien sûr. Je veux être un peu décent. Je parle de privilèges. Je pourrais dire autre chose. Et donc, ils sont dans la frustration. Et quand on est dans la frustration, la colère, on ne regarde pas les routes qui ont été réalisées. On ne regarde pas l'équipement des centres de santé de l'hôpital. On ne regarde pas les cantines qui ont été mises en place. D'où ma précédente question. On ne regarde pas les voies qui ont été aménagées, bitumées à l'arrière-vie. On ne regarde pas ça. On exprime sa frustration, sa colère, sa nervosité. Et voilà ce qui s'est passé. Vous l'avez dit, ils sont des élites. Donc les routes ne sont pas choses forcément à les sidérer. Et donc le vote de Cotonou, c'est comme ça qu'il faut comprendre l'expression de vote à Cotonou et à Cotonou, dans les grandes villes en réalité. L'élite a perdu ses privilèges et les a exprimés. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Je demande à mes collègues imprimeurs de bien vouloir m'excuser. Je ne sais rien du tout, ça ne peut pas modifier quoi que ce soit. Quand je dis que les gens ont perdu le privilège, c'est à beaucoup de niveaux. Allons-y pour l'exemple. Vous savez, je suis pas de la fonction publique à 24 ans. Hein. J'ai démissionné de la fonction publique à 24 ans. Je suis dans le secteur privé. J'ai une imprimerie, une grande imprimerie, que aujourd'hui c'est les enfants qui gèrent les sociétés. D'accord. Le bulletin des élections, quand on va aux élections, le bulletin unique. Le bulletin unique. Oui. Il y a quelques années, le bulletin unique se réalisait à 500 francs l'unité. 500 francs l'unité. Ça veut dire quoi? Si vous avez 5 millions de Béninois, ça fait 500 francs fois 5 millions. Ça fait 2,5 milliards. Rien que pour le bulletin unique, 2,5 milliards. Après, c'est devenu à 350 francs l'unité. Mais quand le président Talon est venu au pouvoir en 2016, qu'est-ce qu'il a fait? Il a audité le bulletin unique pour voir en réalité le coût de production du bulletin unique. Et il a ramené le bulletin unique de 350 francs à 150 francs TTC. Et vous pensez que quand c'est fait comme ça, là, les imprimeurs seront en joie, ils vont applaudir, ils sont en joie, ils sont contents. Ils sont contents. Bon, moi, je pense rien. Non, c'est pour vous dire que l'assainissement des finances publiques, les réformes, la bonne gouvernance a abîmé
chez certains de nos compatriotes les privilèges, à éliminer les privilèges. Et donc, nous sommes des humains. Naturellement, on peut être gêné. Mais mes collègues imprimeurs ne sont pas gênés du tout. Ils sont contents. La preuve, ils ont participé à l'impression des bulletins uniques, cette fois toujours. Et ils sont contents. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème à leur niveau. Ils sont très contents. C'est pour dire quoi? Quand ces choses-là se passent, les effets de la qualité des réformes font que, à Cotonou, à Porto-Nouveau, dans les grandes villes, les fonctionnaires, les hommes d'affaires, etc., sont un peu dérangés. Un peu dérangés. Et ça s'exprime dans les urnes. Voilà. À la lueur de votre exemple, M. Zinsou, ça veut dire que vous connaissez, comme la plupart des Béninois, vous maîtrisez le problème, non, de Cotonou. Ma précédente question était de savoir si vous avez anticipé cela. Est-ce que également les coques-jambes que vous vous êtes faites dans la mouvance, évidemment lors de la campagne électorale également, n'a pas été aussi un impact dans ce que vous avez constaté, autant au Bleu UBA qu'à l'Union progressiste au niveau des résultats? Voilà un peu ma question, monsieur Zinsou. Partons déjà sur l'anticipation. L'anticipation de ces frustrations, de ces votes sanctions. Les avez-vous anticipées? C'est la première question. D'abord, vous savez, dans ce pays, ce n'est pas parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a eu des réalisations à revivre, les voies qui ont été bitumées, etc. Ce n'est pas sur la base. Le vote des Béninois ne se réalise pas forcément sur la base des réalisations. Non, d'ailleurs, le président Talon, en venant au pouvoir, l'a dit, hein, et il l'a toujours dit, ce n'est pas sur la base des réalisations qu'on élit un président. On met un président en triomphe, donc c'est clair. Si on doit tenir compte des réalisations, moi j'ai été maire de Bonou pendant 7 ans, si on doit tenir compte des réalisations, je le dis à la télévision, si on doit tenir compte des réalisations, chaque fois quand moi je suis candidat à Bonou, ben, je n'ai pas besoin de faire campagne. Si on doit tenir compte des réalisations, donc ce n'est pas les réalisations qui déterminent franchement le vote de Bonou. Donc on a anticipé. C'est qu'on ne doit pas tenir compte des réalisations forcément. Et vous parlez de croque en jambe. Non, on a fait la campagne normalement. Les questions de positionnement ont été bien réglées au niveau de nos partis politiques. L'Union progressiste, le renouveau. Et de ce point de vue, il peut y avoir quelques détails. Il peut y avoir quelques problèmes, quelques détails en termes de positionnement qui pourraient engendrer quelques frustrations, mais qui ont été gérées. Donc nous avons anticipé sur toutes ces questions. D'accord. Maintenant, ceci étant, M. Zinsou, si on en vient aux principales leçons à tirer de ces élections en dehors du taux de participation de Cotonou que vous venez d'évoquer, alors quel bilan vous faites à votre niveau, au niveau de votre parti politique? Bon, les enseignements, je pense qu'il faut revenir quand même un peu sur le taux de participation au niveau général dans le pays. Il y a eu que nos électeurs, nos compatriotes, nos concitoyens ont eu des difficultés à repérer leur bureau de vote. Ça, c'est une question essentielle. Les Béninois, les électeurs ont eu des difficultés à repérer les bureaux de vote. C'est une question qu'il faut solutionner de façon fondamentale. Parce que c'est vrai, l'ANIP a travaillé, mais nous avons vu les résultats sur le terrain. Est-ce qu'il ne va pas falloir, et c'est ce que nous disons au niveau du parti politique, l'Union progressiste et le renouveau, revisiter un peu ce chantier pour dire, par exemple, il y a une formule, une ancienne formule, un ancien schéma que nous avons l'habitude de pratiquer. L'électeur va s'inscrire dans un bureau de vote, dans un village, quelque part. Il s'est inscrit là. Il sait qu'il va aller voter là. Le villageois, il sait que je me suis inscrit à Tovo, je dois aller voter à Tovo. Je me suis inscrit dans l'école primaire publique de Tovo, je dois aller là voter. Ce qui est sûr, c'est là je me suis inscrit, je me suis déplacé pour m'inscrire, j'irai voter là. Est-ce qu'il ne va pas falloir revenir à certaines formules comme ça, etc. C'est un chantier qu'il faudrait que nous puissions voir. Parce que quand on parle de taux de participation également, constatons que le fait que les électeurs ne sont pas arrivés à repérer leur bureau de vote, ça a été une catastrophe, effectivement. C'est vrai que dans la 20e circonscription électorale, ma circonscription, nous sommes à 57%.
57% de taux de participation. À Cotonou, on est à 18%. 18%. Oui, d'accord, nous sommes toujours sur les leçons. Vous avez préféré commencer par le taux de participation. Oui, bon, il y a les taux de participation. Bon, je vous avais aussi parlé un peu donc de vote, de l'expression de vote dans certaines régions de notre pays. Cette situation a expliqué un peu aussi le taux de participation. À Cotonou, à Porto-Novo, il y a eu beaucoup d'émotions liées un peu à certains de nos compatriotes qui sont dans les liens de justice ou d'autres ne sont pas totalement satisfaits. Et ensuite, l'élite de Cotonou, de Porto-Novo, de Paracou, qui ne sont pas sortis. Mais ceux qui sont sortis ont exprimé leur colère dans les urnes. Voilà à peu près, c'est des enseignements que nous pouvons tirer donc, de ces élections et essayer d'anticiper sur ça pour l'avenir. Donc, les fusions auxquelles on a assisté n'ont souffert d'aucune insuffisance. Pas du tout. Elles ont marché. Les fusions, vous savez, face à la colère, face à la nervosité, face à l'émotion, face à un vote de manifestants, la fusion ne peut rien. À Porto-Novo, on a vu les résultats. À Cotonou, on a vu les résultats. Je pense que l'expression de vote de nos compatriotes vis-à-vis donc des formations politiques de la mouvance, c'est comme ça, il faut l'expliquer. Il n'y a pas de problème au niveau des fusions, au niveau de la fusion et des adhésions. D'accord. Alors, vous avez 53 députés, Monsieur Zissou. Le Bloc républicain en a 28 et également les démocrates en ont 28 ou les démocrates en a 28. 109 maintenant. Dites-nous comment vous prévoyez cette cohabitation au Parlement. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que l'opposition va au Parlement. Là, je vous demande là-dessus, mais c'est quand même une première pour cette formation politique et qui a annoncé revenir sur toutes ces lois qui ont posé problème, celles qu'ils appellent exclusives, liberticides. Nous avons l'habitude donc de la présence de l'opposition à l'Assemblée nationale. En Afrique, nous avons cette habitude-là, on nous reconnaît la qualité de notre Parlement. Ça va s'animer proprement, avec beaucoup d'élégance. Je pense que les démocrates sont nos compatriotes, sont nos frères, sont des Béninois. Ils ont regardé, ils voient ce qui s'est passé. Quand on parle donc des lois ou des réformes qui ont porté donc des difficultés, eux-mêmes ils circulent sur les voies. Les infrastructures routières qui ont été réalisées. C'est pas les réformes sur les routes qui posent problème, généralement. Non, c'est les réformes de façon générale. Les réformes politiques souvent qui font polémique. Une réforme, c'est une réforme. Une réforme. Et ce sont ces réformes-là qui ont généré les résultats que nous voyons. Aujourd'hui, l'électricité, nous voici. On n'a pas coupé l'électricité jusque-là, pendant que nous sommes ici. Vous n'avez pas mis votre groupement électrogène en marche. On est peut-être à une couverture d'énergie électrique de 80%. Ça, aujourd'hui, on ne se rend pas compte de ce qui s'est passé. On pense que c'est même normal, c'est naturel. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de châteaux d'eau, d'adduction d'eau dans nos régions qui se réalisent pour permettre aux Béninois d'avoir de l'eau de qualité. On pense que c'est naturel, c'est normal. Aller à l'aéroport, moi, en venant ici tout à l'heure, je ne suis pas à l'aéroport, j'ai vu le plaisir avec lequel les gens font le sport à l'aéroport. Et la qualité des ouvrages, des infrastructures de cet aéroport-là, rien que l'espace vert. On pense que c'est normal. Vous voyez? Les cantines que nous avons pour nourrir nos enfants, oui. On pense que tout ça c'est normal, etc., etc. Les dizaines de milliards de francs CFA générés par les ressources, par les réformes plutôt, dans le secteur des évacuations sanitaires, dans le secteur des voyages officiels, des milliards de francs CFA que nous sommes en train aujourd'hui donc de récolter, du fait des réformes qui ont impacté positivement ces secteurs, on ne regarde pas ça, on ne voit pas ça, on pense que c'est normal. Personne ne remet cela en cause. Et donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? L'opposition regarde, vit ça aussi, bénéficie de ça aussi. Parce qu'ils sont béninois aussi. Et ils sont béninois justement. Et donc, ils vont en tenir compte. Quand on dit on va réviser les lois, c'est normal, on va aux élections, on va avoir les électeurs.
on va avoir donc des résultats. Mais quand on rentre en soi-même, on regarde ce qui se passe, on dit, si nous avons eu cette tendance-là, cette progression depuis l'indépendance, je pense qu'on ne serait pas à ce niveau. Et à l'extérieur, les gens en parlent positivement. Nous, on ne se rend même pas compte de la qualité du travail que nous faisons ici au Bénin, de la qualité du travail que le gouvernement du président Patrice Talon fait. On ne se rend même pas compte. C'est à l'extérieur que votre pays se développe. Il a dit que nul n'est prophète chez soi. Je pense que c'est un peu ça. C'est un peu ça, et puis c'est un peu dommage aussi. Oui, je parlais des réformes politiques. Vous le savez, la loi électorale, en l'occurrence, beaucoup parlent de ces insuffisances. Notamment en 2026, nous allons aller au parrainage pour ce qui est de l'élection présidentielle. Est-ce que ce n'est pas le moment, M. Zissou, de profiter de la présence des différentes sensibilités au Parlement, peut-être pour améliorer ce qu'il y a améliorer dans ce code électoral? C'était ça ma question quand je parle de cohabitation, de loi à revoir et autres. Dans tous les cas, s'il y a des choses à corriger, à améliorer, pour que ce soit plus rentable pour les uns et les autres, je pense que les députés de la nouvelle législature, qu'il s'agisse donc des députés de la mouvance présidentielle comme de l'opposition, ils vont statuer là-dessus avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de professionnalisme et de compétences, puisqu'il s'agit des questions de la nation. Voilà. Alors, avec vos 53 députés, quel est le mot d'ordre à l'Union progressiste, le renouveau, M. Zinsou? Qu'est-ce que vous comptez changer dans cette 9e législature? Appuyer les réformes, inspirer les réformes. Inspirer les réformes, appuyer les réformes davantage pour que nous ayons plus de résultats, encore plus de résultats. Parce qu'à l'Union progressiste, le renouveau, on est satisfait des résultats de développement que nous avons eus. Et nous l'assumons. Parce que, on dit oui, ils sont porteurs donc des réformes. Et oui, mais les réformes ont généré des résultats, comme j'ai l'habitude de le dire, dont nous profitons, nous tous. Donc nous allons continuer dans ce sens, appuyer les réformes, appuyer la gouvernance, inspirer donc des lois qui iront dans le sens du développement de notre pays. Globalement, c'est notre défi au niveau donc du Parlement. En matière de défi toujours, puisqu'il s'est pointé à nous, on a parlé de taux de participation. Comment pourrait-on corriger ce constat qu'on a fait? Parce qu'il était dit que c'était parce que l'opposition n'avait pas participé aux élections qu'on avait ce qu'on avait connu. Là, l'opposition hier, mais ça n'a pas amélioré réellement quelque chose concrètement. Quand même, il y a eu un point positif, quelques points positifs là-dessus. Comment, puisque vous parlez de défis, comment peut-on améliorer ou changer considérablement ce constat qui se présente? En termes de taux de participation, oui. Je disais tout à l'heure, il faudrait qu'on puisse revisiter le chantier de l'ANIP pour voir ce qui a marché. L'ANIP seul n'est pas le problème. Ce qui n'a pas marché. Il faudrait déjà qu'on comprenne, que la plupart comprennent le sens du vote. Et voir également... C'est peut-être là où vous, les partis politiques, vous n'avez pas excellé, M. Zissou. Et voir également ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut retourner aux méthodes traditionnelles où les gens vont s'inscrire, comme je le disais tout à l'heure, vont s'inscrire à un bureau de vote dans une école. Et les professeurs savent qu'elles vont revenir à ce niveau-là pour voter encore. Et ensuite, il y a un travail à faire au niveau des partis politiques. Ça, je viens à votre inquiétude. Oui. Il y a effectivement, il ne faut pas se voiler la face, il y a un travail à faire au niveau des partis politiques. C'est-à-dire que nous devons nous poser la question de savoir aujourd'hui au Bénin, est-ce que nous avons des militants, véritablement des militants, ou que nous avons des prestataires de services? Est-ce que nous avons des militants ou nous avons des prestataires de services? Ou que nous avons des sympathisants, tout simplement, que nous confondons pour dire qu'ils sont des militants? Ça, c'est un travail à faire. C'est un gros travail à faire. Parce qu'il y a beaucoup de mobilisation, beaucoup de mouvements, mais on se rend compte que ce n'est pas évident que ce soit véritablement des militants qui sont capables de se déployer, de s'organiser, de travailler pour le parti sans frais, pour ainsi dire. Ce n'est pas évident. Le poids de l'argent reste important dans le processus électoral, dans l'élection. Le poids, on a tout fait. Malgré la pertinence de la réforme du président Patrice Talon,
le poids de l'argent reste important. Parce que vous avez rendu les élections à intérêt. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Il faut travailler sur ça. Il faut éduquer davantage. Mais il y a aussi la pauvreté ambiante, la misère. Et nous qui sommes sur le terrain politique, dans les villages, on se rend compte de ça. Je vais vous donner un exemple. Vous verrez à Bonou, comme à Toukontona, comme à Matiri, le jour de la veille de l'élection, jusqu'au petit matin, à 7h, 8h, vous verrez par exemple, je donne une image de la chose. La vieille, avec sa carte d'électeur, s'assoit au seuil de sa case, à côté de sa porte, garde la carte d'électeur et attend que quelqu'un vienne lui donner 500 francs, 1000 francs pour lui dire ce qu'il faut. Là, il faut aller voter. Parce qu'elle sait que quelqu'un viendra. Mais il y a aussi la misère. C'est vrai que nous avons tort d'avoir, mettons, habitué nos concitoyens à l'argent dans le processus électoral. C'est quelque chose qu'il faut corriger et c'est le but de la réforme que le président Patrice Talon est en train donc d'instruire. Ça, c'est vrai. Mais il y a la pauvreté, comme je vous dis. La pauvre dame, la pauvre vieille qui est assise sur son tabouret avec la carte en main et attend qu'on vienne lui donner 500 francs, 1000 francs. C'est peut-être avec ça là qu'elle va aller au marché pour se nourrir. Elle a besoin de 200 francs. Vous vous rendez compte que dans les villages, les gens ont besoin de 100 francs CFA. Et donc, il y a la misère aussi, qui fait que nous avons une démocratie parfois tronquée. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle il faut travailler. Donc, nous n'avons pas souvent des militants. Nous avons des gens qui ont des problèmes, des difficultés existentielles. Parce que les politiciens, et nous avons des gens qui sont des prestataires de services. Ils ne s'occupent plus vraiment de leurs électeurs, M. Zissou. Nous devons travailler sur ces pans-là. Et puis, les partis politiques, dans l'animation de la vie politique, sont dans le mouvement. On ne fait pas attention à ces choses-là. Vous n'y faites attention en réalité que quand viennent les joutes électorales. Il faut avoir des militants convaincus. C'est peut-être les partis qui doivent se réinventer. Il faut avoir des militants convaincus. Il y a un parti politique au Bénin, je ne vais pas nommer. Il y a un ex-parti politique au Bénin, je ne vais pas le nommer, qui est arrivé à dompter ses militants, à faire des militants convaincus. Pratiquement, quand on dit ce parti politique, c'est une religion. Nous devons arriver à ça pour éliminer un peu le poids de l'argent dans le processus électoral. Donc, les résultats que nous avons aussi sont liés un peu à ces insuffisances-là. Est-ce que vous avez renseigné peut-être tout ce que vous avez énuméré là maintenant, puisqu'on en est au bilan, tout ce que vous avez énuméré là, est-ce que vous en avez fait peut-être une étude renseignée dans un document pour pouvoir concrètement, comme vous l'avez dit, travailler là-dessus, puisqu'il ne suffit pas de venir peut-être sur une chaîne de télévision dire qu'on va travailler dans le réel, dans l'opérationnel. Est-ce que vous êtes dans ce sens-là? Vous avez, au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, une équipe de personnes. Là, vous allez vanter les mérites des élites de ce parti, mais ce que nous disons, c'est réel, puisque ça risque de se répéter en 2026. Actuellement, je voudrais simplement vous amener à ce que nous faisons actuellement, ce que nous sommes en train de faire à l'Union progressiste, le renouveau. Nous sommes en train de faire le point des élections, dans tous ces compartiments, dans tous ces contours, au niveau donc des arrondissements, des communes, dans les circonscriptions électorales. Actuellement, le présidium du parti reçoit les responsables des partis, les députés élus et les responsables à divers niveaux, circonscription par circonscription, afin de faire un point sur les élections législatives de janvier 2023. Dans tous ces segments, et analyser, et en tirer les leçons pour l'avenir. Quand vous voulez établir l'hégémonie d'un parti politique sur le pays, on ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas, et c'est ce que nous faisons. Nous travaillons. Le président travaille, le bureau politique travaille, la direction exécutive nationale travaille,
c'est une équipe... on a une équipe on de travaille feu. toujours à l'Union progressiste. On a une équipe de feu quand même. Mais les résultats... On a une équipe de feu avec un président assez jeune, assez dynamique, assez puissant. Et derrière, des barons qui apportent leur soutien, qui apportent la réflexion stratégique. D'accord. Donc ça se fait. Nous allons espérer les fruits de ces travaux-là pour certainement prochainement. Bien sûr. On pourra les lire, vous allez les transcrire par écrit. Très prochainement. À l'interne, on va travailler avec ça. Parce qu'on va vulgariser, on va vulgariser. Mais c'est surtout pour nous-mêmes, pour travailler sur ces résultats et anticiper sur l'avenir. Parce que nous avons des élections qui arrivent. Oui, puisque 2026, les élections générales justement, de 2026, élections communales, municipales, élections législatives, élections présidentielles. Nous aurons l'occasion d'exprimer davantage notre hégémonie dans le pays, au niveau politique, sur l'échiquier politique national. Et c'est pour cette raison qu'il y a ce travail qui se fait avec beaucoup de passion. Venons-en maintenant, ou parlons de cette discrimination positive, parce qu'on a parlé de 24 femmes, des postes déjà donnés, mais au final, nous sommes retrouvés avec 28 femmes élues. Pensez-vous que cette initiative a concrètement marché, ou bien vous l'avez fait à l'envers, vous, parti politique, vous l'avez fait à l'envers à la volonté du législateur, M. Zinsou? C'est vrai que c'est vous qui avez le privilège et la faculté de me poser des questions. Moi, je vous pose une question aussi. Est-ce que vous, en tant que femme, vous êtes satisfaite de ce que nous avons 28 députés femmes à l'Assemblée nationale du Bénin, en comparaison avec les autres parlements, c'est-à-dire les autres législatures, je veux dire, avant même l'arrivée du président Patrice Talon au pouvoir? On peut pas. En comparaison, là, on n'a pas 4 femmes. Est-ce que vous-même, en tant que femme, Monsieur Zinsou, on a 4 femmes au Parlement parce que il y a 24 qui sont des postes réservés aux femmes, donc on a parlé de discrimination positive. Sur 85 députés, non, les 24, on a 4 femmes. Les 24 femmes sont venues comment? C'est pourquoi je pose la question. Les 24 femmes sont venues comment? Les 24 postes réservés aux femmes, c'est venu comment? C'est arrivé parce que le président Patrice Talon a fait la réforme. Oui, la réforme. A instruit la réforme. Est-ce que vous, parti politique, vous avez réellement accompagné cette réforme-là? C'est important déjà de le dire. C'est un motif de satisfaction. C'est pourquoi je pose la question de savoir, est-ce que vous êtes contente? Vous n'avez pas répondu à la question, mais je sais que vous êtes contente de cette réforme qui amène d'office, quelle que soit la situation. Beaucoup l'ont salué, beaucoup l'ont apprécié quand elle a été adoptée, voilà. Et tout. Maintenant, vous me posez la question, de savoir, est-ce que nous, au niveau donc du parti politique, vous n'avez pas marqué concrètement cette situation? Est-ce que nous avons vraiment validé ça? Est-ce que nous avons vraiment acté ça? Est-ce que nous avons 14 députés femmes, au titre seulement. Là, ce n'est pas que l'UP, le renouveau. Là, nous avons 28 femmes. Oui, 28 députées. Femmes. Et nous avons 14. Ah, vous ne savez pas? Si, non, je vous dis que ce n'est pas forcément sur l'Union progressiste, le renouveau, la question que je posais. Je parle des partis politiques en général. Oui, moi je parle de moi d'abord. De votre parti, d'accord. A raison. Il faut que vous sachiez que l'Union progressiste, le renouveau, a 14 députés femmes sur 28, la moitié. Nous seuls, nous avons 14. Et donc, prochainement, je pense que toutes les femmes de ce pays doivent venir à nous. Parce que nous sommes le creuset qu'il faut. Nous sommes battus, on s'est arrangé, on a travaillé pour avoir 14 députés femmes sur 28. C'est important. Maintenant, vous demandez de façon générale, oui. Est-ce que nous avons des partis politiques? Bien avant qu'on en vienne au général, oui. Sur les 14 que vous avez, M. Zinsou, combien sont au niveau des postes qui ne sont pas réservés aux femmes? Puisque quand vous dites 14 généralement, c'est déjà comme si bon, toutes les 14 ont été élues sans le poste de discrimination positive. Quand vous faites le tri, est-ce que le poste de discrimination positive est gratuit? C'est donné au parti qui vient premier dans la circonscription électorale quand on fait le calcul. Vous faites très bien de le dire. Oui, donc il faut que le parti vienne en premier d'abord. Vous faites très bien de le dire. Il faut donner aux partis politiques qui bénéficient de la majorité des suffrages au niveau de chaque circonscription électorale. Donc, c'est donné. Je prends. Comment c'est donné? C'est vrai qu'il faudrait travailler en amont. C'est pas donné du tout. C'est une épreuve. C'est arriver à s'inscrire.
comme le parti majoritaire dans une circonscription électorale en termes de vote, d'expression de vote, c'est une épreuve. Oui. C'est pas donné. Pas du tout alors. C'est ça, justement. C'est pas tout, surtout, c'est pas donné. Et donc, si nous avons, que ce soit des femmes positionnées directement ou qui sont arrivées députées parce que bénéficiant de cette discrimination positive, c'est la même chose, tout simplement. C'est la même chose. Vous n'allez pas vous prêter à l'exercice de compter celles qui sont Non, de la discrimination positive et celles qui sont élues. Non, c'est la même chose. D'accord. Tout simplement. C'est la même chose. Nous avons travaillé pour les avoir. Simplement. Je prends la circonscription électorale dont je suis issu. La 20e. La 20e. Sur 6 députés, nous avons eu 4 députés. Donc, d'office, le poste vous revient. Enfin, le poste On de a la travaillé femme pour avoir ce vous résultat. revient. Bonois travaille pour avoir ce résultat. Adjomois travaille pour avoir ce résultat. Dangbo, à Micheleté, à Vrancourt, nous avons travaillé pour avoir ce résultat. Donc, on peut dire que c'est gratuit. On a travaillé pour avoir ce résultat. Donc, ce n'est pas gratuit. Constatons simplement que nous avons la moitié des députés, femmes à l'Assemblée, sont issus du parti politique, l'Union progressiste, le Renouveau. Donc, je disais tout à l'heure que les femmes de ce pays doivent savoir que le meilleur que j'ai, c'est bon, là. Laissons-leur décider, c'est elles qui décident. Maintenant, de façon générale, M. Zinsou, quand on prend dans la globalité, on n'a pas réellement avancé sur ce terrain-là. Quand on décompte un peu cette présence des femmes au Parlement. On doit pouvoir travailler davantage. Je suis d'accord avec vous pour dire que nous devons travailler davantage sur ce volet-là pour que nous puissions augmenter le nombre de femmes à l'Assemblée prochainement. Mais c'est déjà un bon début. 28 députés pour la première fois, n'est-ce pas? C'est un bon début. Nous devons en féliciter le chef de l'État qui a instruit ça, qui a fait cette réforme, qui a diligenté cette réforme. Et nous devons l'encourager et encourager toute la classe politique qui accompagne cette réforme du système partisan. Et donc, je suis d'accord avec vous pour dire que nous devons travailler davantage pour avoir plus de femmes à l'Assemblée. Il faut aussi ajouter très discrètement que les femmes doivent beaucoup travailler aussi. Il faudrait que les femmes travaillent pour se révéler, pour se signaler sur le front politique. Parce que nous allons à une élection, ce n'est pas facile. Si on se rend compte que dans une circonscription électorale, on n'a pas une femme battante dans tel village, dans tel arrondissement, capable d'exploser et donc d'amener beaucoup de monde, on est obligé de placer un homme. Et c'est ce qui se passe souvent. Il peut y avoir quelques exceptions. Et donc, nous allons demander aux femmes également de se signaler, de se révéler sur le front politique pour être susceptibles d'être retenues sur les listes électorales. D'accord. Alors, M. Zinsou, pour le reste de cet entretien, nous allons aborder le bureau de l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas sans savoir que sur toutes les lèvres, maintenant, c'est la composition de cette formation, de ce bureau-là. Votre formation politique est arrivée en premier. Comment cela va se passer à l'Assemblée nationale dès que les députés seront installés le 12 février prochain? Nous avons 53 députés à l'Assemblée nationale. Et donc, naturellement, nous aurons la présidence de cette Assemblée. Je pense que cela va de soi. On va avoir la présidence de cette Assemblée. Et les autres postes seront également occupés par des députés élus. Je dis des députés élus, je n'ai pas dit seulement les députés de l'Union progressiste, le Renouveau, donc des députés naturellement. Mais nous aurons la présidence de l'Assemblée nationale en tant que parti majoritaire. Et ça va bien se passer. Et pour cette présidence-là, puisque vous avez choisi le Perchois, pour cette présidence-là, on n'a pas choisi le Perchois, ça s'impose à nous. Non, quand je dis vous avez choisi de parler du Perchois, précisément, c'est la raison, oui, mais qui va le couper, monsieur Zinsou? Qui sera assis à la place Nous avons 53 députés. Monsieur Vlavonou, l'honorable Vlavonou va simplement se succéder
Moi, je ne... Il y a beaucoup de noms je qui se susurrent. Je ne veux pas mettre les noms sur les postes parce que nous avons 53 députés. Vous parlez de la présidence de l'Assemblée nationale. Pas que, je parle du bureau en général. On a commencé par la présidence. À raison, comme je le disais, parce que vous êtes majoritaire. Ouais. Maintenant, parlons et donc, des possibles personnalités. Députés, chacun d'eux a les ressources, qu'il faut pour être président de l'Assemblée nationale. Nous avons 53 députés. Nous n'avons pas positionné sur nos listes des gens qui ne sont pas capables d'occuper des postes, quelle que soit la sensibilité des postes, quelle que soit la délicatesse des postes. Tous sont les qualités qu'il faut pour être à des postes que le parti décide de leur confier. Et donc, la présidence de l'Assemblée nationale du Bénin, nous avons 53 députés. Chacun d'eux peut prétendre occuper ce poste-là. L'exercice qui consiste à mettre les noms, à faire des supputations, n'est pas un bel exercice. C'est quelqu'un qui va l'occuper, ce poste-là, M. Zissou. C'est pas bien de faire, nous en sommes à quelques jours seulement. Des supputations sur des questions aussi essentielles. La question n'a pas encore été débattue dans votre formation politique pour savoir qui va l'occuper. La question, je suis sûr qu'au niveau du bureau politique et de la direction exécutive nationale, que la question est évoquée et continue d'être évoquée. Non, vous nous dites que vous n'êtes pas au courant, c'est cela pour l'évoquer? D'abord, vous convenez avec moi que ce n'est pas à la télévision que ça se dit. Des indices, même si ce n'est pas un nom, vous pouvez donner des indices tout au moins pour qu'on mette... Même les indices, quand vous les révélez, peuvent revêtir un caractère d'affirmation aussi. Et donc, c'est des questions essentielles, des questions parfois stratégiques, qui ne seraient pas bien, prudent en tout cas, de les évoquer à la télévision. Ce que je peux vous dire avec beaucoup d'assurance, c'est que nous avons 53 députés et nous allons avoir le poste de président de l'Assemblée nationale. Et les autres postes, vous les laissez précisément quel poste? Vous laissez précisément quel poste aux autres formations politiques? Nous avons 109 députés. Nous avons 53 députés à l'Union progressiste de renouveau. C'est la raison pour laquelle je vous pose la question. Nous avons 28 députés du bloc républicain. Nous avons 28 députés du côté du parti politique Les Démocrates. Et nous avons aujourd'hui l'habitude, même pas l'habitude, nous avons les textes qui nous indiquent le comportement à avoir dans la formation du bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons les textes qui nous prescrivent le comportement à avoir dans la formation du bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, ça va se passer dans ce cadre. On le fera le jour là même ou bien ce sera dans la nuit, tardivement, un peu comme en 2015 ou le lendemain en 2019? La composition du bureau. C'est vrai que le règlement intérieur du Parlement le prévoit dans un délai qui n'excède pas 15 jours, mais le plus tôt serait le mieux. Je pense que ça va aller assez rapidement. Je pense que ça va aller assez rapidement. Maintenant que ce soit le jour ou la nuit, bon, ça n'a pas de différence. Ce sont les partis politiques donc, dont sont membres les députés qui maintiennent le suspense. Donc, nous, on voudrait bien que ça soit fait séance tenante après l'installation, mais les tractations qui sont issues de tout cela font en sorte que bon, cela vienne un peu tardivement. Vous savez, c'est des questions qui sont bien discutées au niveau donc, de nos partis politiques. Peut-être que ces choses-là sont déjà bien gérées. Peut-être que ces questions sont déjà bien gérées et que ça va aller très rapidement. Voilà. En matière de l'action du parlementaire, on compte bien voter des lois évidemment et contrôle de l'action gouvernementale, ce sur quoi beaucoup de personnes mettent un accent particulier. Pensez-vous que cette 9e législature, qui quand même est une transition, fera quelque chose de différent par rapport à ce à quoi on a assisté déjà? C'est-à-dire que vous êtes en train d'incriminer peut-être l'insuffisance de contrôle de l'action gouvernementale, c'est ça? Je ne l'incrimine pas. Je ne sais pas si vous n'avez pas compris ma question. En fait, je voulais savoir si, au vu de toutes les critiques qu'on a faites à la législature dernière et que celle qui va s'installer le 12 février prochain contre l'opposition, est-ce que ce sera quelque chose de particulier ou de différent? C'est ça la question. Je pense que
le fonctionnement de l'Assemblée nationale, il y a le contrôle de l'action gouvernementale, naturellement. Il y a le vote donc, des lois. Voilà, entre autres, deux fonctions essentielles donc, du Parlement. Sur le contrôle de l'action gouvernementale, les gens ont souvent l'habitude de dire qu'il y a une insuffisance à ce niveau. C'est possible. Mais je vais vous dire ceci. Ça fait partie des prérogatives donc des députés à l'Assemblée nationale de contrôler l'action du gouvernement. Mais quand vous avez, par exemple, je donne un seul exemple. On dit réalisation des infrastructures routières. Et donc, par exemple, le député peut dire, nous allons voir si les voies qui sont réalisées là sont bien réalisées. Vous avez l'impression que les voies qui sont réalisées là ne sont pas bien réalisées. Vous avez vu combien on a raclé, rasé, je pense, 2 ou 3 fois la voie qui quitte l'aéroport pour aller à la loterie nationale. C'est-à-dire que la société qui a réalisé ça, on a de raser ça 3 fois, je pense 2 ou 3 fois. Ils ont fini, on a rasé. Ils ont fini, on a rasé. Pour avoir la qualité prévue, avec des bureaux de contrôle. Des bureaux de contrôle, des bureaux internationaux de contrôle. Ce n'est pas un bureau, ce n'est pas 2 bureaux. L'autre contrôle, l'autre contrôle encore. Pour sortir des ouvrages de qualité. Déjà, le gouvernement fait le travail à la place des députés. Le chef de l'État fait le travail à la place des députés. Les ministres, les directeurs des agences font le travail de contrôle, de qualité, de pertinence des ouvrages, des ouvrages. Déjà, allez voir ce qui se passe à Ouedo. Les logements sociaux de Ouedo. Mais c'est une cité. Il ne faut même pas parler de logements sociaux. C'est une cité. Moi, je suis allé en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Je n'ai pas vu ça. Il faut aller voir. C'est une cité qui se réalise à Ouedo. On parle de logements sociaux, mais c'est une cité. C'est ça, déjà. Et donc, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de choses à visiter, à contrôler, hein, mais ce travail se fait déjà sur le terrain, avec, au niveau de l'exécutif. Cela dit, ça relève des prérogatives des députés d'aller faire leur travail, de contrôler. Je pense que ça va se faire davantage, peut-être avec la nouvelle législature. Ce sera beaucoup plus prononcé? Comment? Est-ce que ce sera beaucoup plus prononcé? Je ne peux pas dire. Si eux-mêmes se rendent compte que ce qui se fait avec beaucoup de qualité, avec beaucoup de pertinence, avec beaucoup de compétences, ça peut ne pas avoir, s'inscrire comme une activité impérative. Voilà, monsieur Isidore Zinsou, membre de la cellule de formation de l'Union progressiste Le Renouveau. Nous sommes en train de finir cet entretien bien avant votre mot de la fin. Je vais vous demander ce sur quoi vous attendez particulièrement vos collègues qui sont à l'Assemblée pour la 9e législature. Bon, ils ne sont pas mes collègues, hein, c'est des députés. Hein. Bien, quand je parle collègues, vos collègues du parti Union progressiste, donc des députés en général alors. D'accord. Non, qu'ils travaillent, et je ne doute pas du tout un seul instant de cela, qu'ils travaillent dans le sens naturellement du développement du pays, qu'ils travaillent dans le sens, disons, des gens qui prennent des lois qui vont dans le sens du développement donc, du Bénin, qu'ils ne s'inscrivent pas dans un schéma de ce que tout ce qui a été fait, il faut détruire. Je ne pense pas du tout qu'ils iront dans ce sens, parce que c'est des Béninois, qu'ils soient de l'opposition d'un mouvement, c'est des gens de qualité, de compétences. Certains ont même l'expérience parlementaire, et que ça se passe de manière à ce qu'il grandit davantage de processus électoral que nous avons vécu.
Qui ne détruisent pas. Vous avez entendu certains parler, comme je disais tout à l'heure, de loi liberticide qu'il faut revoir, M. Zissou. Je pense que c'est des cris de guerre lorsqu'on est au front. D'accord. Lorsqu'on est au front. Quand on est à l'activité, quand on est devant la réalité, on se rend compte que les cris de guerre, c'est pour autre chose, mais quand on arrive vraiment sur le terrain, au Parlement, les choses devraient changer. Le comportement doit changer. Moi, je sais que les députés de l'opposition sont des députés donc assez vigilants, assez lucides, qui jouissent des fruits et donc des réformes de tout ce qui a été fait et qui sont contents. Certains même discrètement vous diront vraiment ce qu'il fait, ce que le président Patrice Talon fait, c'est énorme. Même nous, on est dans notre schéma. Et donc, je n'ai pas d'inquiétude pour la 9e législature. Ça devrait bien se passer. Donc, moins de 3 ans, pardon. Sur toutes ces attentes-là, ils pourront le faire en moins de 3 ans. 3 ans, c'est bon. Il y a beaucoup d'attentes quand même à cette législature. 3 ans, c'est beaucoup pour dans la gestion d'un pays, dans les orientations d'un pays, dans ce qu'un Parlement peut faire pour un pays. 3 ans, c'est quand même important. Voilà. Merci à vous, Monsieur Isidore Zissou. Je pense que nous avons terminé. Je vais vous laisser le temps de conclure. Merci beaucoup. Je voudrais une fois encore vous remercier, chers consoeurs, pour votre invitation. J'ai parlé naturellement au nom du parti politique l'Union progressiste Le Renouveau, membre de la cellule de formation de cette formation politique, vous l'avez dit. Je pense que nous devons être satisfaits des élections que nous venons de vivre. Nous devons être contents des élections. Et contents des résultats des uns et des autres. Des uns et des autres. Union progressiste, Le Renouveau, le Bloc républicain et les démocrates. Et surtout la participation des démocrates. Vous savez, le plus gros bénéficiaire, celui qui tire l'essentiel du profit de ça, est-ce que vous savez? C'est les démocrates? C'est le président Patrice Talon. Ah. C'est lui. S'il y avait des instruments de mesure de l'audience, s'il y avait des instruments de sondage, de cote de popularité, vous verrez que le président Patrice Talon, sa cote de popularité a augmenté, tout simplement, du fait de la participation des démocrates. Et du fait certainement aussi des résultats de la mouvance. Et donc, ce n'est pas qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, mais ils se sont organisés pour aller aux élections, les démocrates. Ils se sont organisés pour aller aux élections, les démocrates. Ils ont eu les résultats qu'ils ont eus. Et ça participe à la vitalité de la démocratie. Et ça, c'est à l'avantage du chef de l'État. C'est à l'avantage du chef de l'État. Ils se sont organisés pour aller aux élections. C'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a eu quelques difficultés de liste, mais tout ça a été, je pense, bien géré. Bien géré. Bien géré, et puis ils sont allés aux élections. C'est à l'avantage du chef de l'État. C'est lui qui en tire les profits. Les gens sont contents, ils sont satisfaits de ça aujourd'hui. Au Bénin, comme à l'Esseria, si vous avez des commentaires, les gens sont contents. Et donc, le plus gros bénéficiaire de la participation de l'opposition aux élections, c'est encore le chef de l'État. Et ça, nous devons être aussi contents de ce que nous avons fait les élections avec beaucoup de plaisir. Il n'y a pas eu de problème. Vous avez vu, l'ancien président Yaïboni a circulé. Normalement, il est venu à la dernière minute et puis il a bien circulé, il a bien travaillé. Et donc, c'est le Bénin qui se révèle, tout simplement. Et moi, je pense que nous devons être fiers de ce qui s'est passé et attendre beaucoup de la 9e législature. Voilà, on attend donc beaucoup de cette 9e législature. Vous parlez de fierté, là, tout de suite. Cela m'inspire, si ce n'était pas prévu, une dernière question sur cette perception de l'indice de perception sur la corruption. Notre pays qui fait son entrée dans le top 10 de ces pays qui a une certaine, je vais dire, une certaine gestion ou un certain arsenal pour mieux gérer
les affaires de corruption. C'est une bonne question. Ajoutez ça. Oui, je voulais donc avoir votre réaction là-dessus très rapidement. Puisque vous parlez de fierté, c'est là que j'évoque la question. Vous avez vu que nous avons fait des efforts. On a fait des progressions. Vous avez vu tout le combat qui se fait, tout le travail qui se fait depuis 2016 en termes de lutte contre la corruption, en termes d'assainissement des finances publiques de notre pays, en termes de réforme structurelle, en termes de transformation structurelle de notre économie, et surtout de lutte contre la corruption et la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance. À l'actif de l'initiative de la CRIET et autres contre la corruption ou au-delà? Moi, je parle de tous les instruments qui ont été mis en place pour lutter contre la corruption, pour décourager certains de nos compatriotes qui seraient enclins à une mauvaise gestion. Et tout ça a participé au résultat que nous avons. Tout ça a participé au résultat que nous avons. Et si les gens nous apprécient sur le plan international aujourd'hui, c'est lié à tout ça. C'est vrai que ça a créé quelques problèmes au niveau de certains. Mais pour avoir des résultats, on oublie de prendre des grandes décisions. Absolument. Aussi. Merci à vous, M. Isidore Zessou. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin l'entretien ce dimanche qui recevait M. Isidore Zessou, membre de la cellule de formation du parti Union Progressiste Le Renouveau. Avec lui, nous avons un peu fait le décryptage de cette élection législative du 8 janvier 2023. L'Union Progressiste qui donc tire les leçons à en tirer pour pouvoir mieux agir certainement pour l'élection de 2026. Merci de nous avoir suivis juste derrière le reste de nos programmes.